Je ne vais pas vous faire un long discours, mais je tenais à marquer cette semaine et l'ouverture de ce salon avec votre présence ici aujourd'hui. D'abord pour dire que ce salon intervient, et vous en êtes les acteurs au quotidien sur le terrain, à un moment où notre économie, et tout particulièrement le secteur industriel, redémarre fortement. En effet, c'est une dynamique retrouvée pour l'industrie française qui, depuis 2001, avait une emprise en termes d'emplois qui reculait dans le pays. On voyait à la fois des sites disparaître et des emplois progressivement détruits. Nous avons, depuis la fin de l'année 2017, une véritable inflexion avec des créations nettes positives et une tendance qui devrait se poursuivre au cours de ce premier semestre. Je n'ai pas pour habitude de commenter les chiffres ou de me réjouir de signes ou de prémices lorsqu'ils arrivent, mais je pense que ça traduit à la fois le fait que l'industrie et les usines ont une place dans l'économie française, et y compris quand j'étais dans d'autres fonctions, j'ai toujours cru cela, et que nous avons aujourd'hui, dans la grande transformation qui est en cours, une place non seulement à défendre, mais véritablement un rôle à jouer. Et tout cela s'inscrit dans un mouvement plus général de création d'emplois, nous l'avons vu, et de projets de recrutement qui reviennent. Parce que la France a cette vocation industrielle, parce qu'elle a cette expertise, ce savoir-faire, parce qu'elle a des grands acteurs internationaux et qu'elle redevient attractive en termes d'investissements internationaux et d'investissements industriels. Nous l'avons vu avec les annonces de ces dernières semaines, qu'il s'agisse d'ailleurs d'industries, quels que soient d'ailleurs les secteurs, de l'automobile à l'aéronautique ou l'industrie plus numérique, lorsque l'on prend des exemples liés à l'intelligence artificielle ou ce qui a été aussi annoncé dans le secteur pharmaceutique. Notre secteur industriel a recréé sur le terrain ces derniers mois des emplois, des projets, et ceci est pour moi un signe avant-coureur d'une reprise que nous devons porter. Notre industrie, elle a un rôle essentiel à jouer dans cette économie de l'innovation qui est en train aujourd'hui de se constituer. Et vous en êtes, qu'il s'agisse des grands groupes ici présents, comme des ETI ou des PME qui ont annoncé ou vont annoncer cette semaine des projets structurants sur le territoire, vous en êtes les acteurs. Cette économie de l'innovation a besoin d'aller plus vite, plus fort, et de réussir à organiser les projets différemment qu'une économie de rattrapage dans laquelle, en quelque sorte, nous nous étions habitués à vivre. Quels sont les besoins de cette économie et, en quelque sorte, comment se construit ce nouveau paradigme? D'abord, notre industrie a besoin d'une économie de fonds propres et d'avoir beaucoup plus de visibilité sur les financements qu'elle peut avoir en la matière. Ensuite, notre industrie doit développer de nouvelles méthodes de production qui supposent une modernisation radicale de notre outil industriel. La France, en moyenne, a plutôt raté le tournant de la robotisation quand je la compare à ses voisins il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Par dogme, par peur, par incapacité ou à investir, à s'organiser, mais nous avons beaucoup moins robotisé ou que les Allemands ou que les Italiens. Avons-nous pour autant préservé les emplois? Non. Ce fut tout l'inverse. Et donc nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle phase de robotisation accélérée qu'il faut savoir prendre, ce qui suppose un investissement en capital, la réorganisation de ces modes de production et une formation en capital humain. Ensuite, le nouveau paradigme que nous sommes en train de vivre pour l'industrie, c'est aussi un bouleversement des modèles d'affaires. Avec la révolution numérique et au-delà la recherche d'innovation de rupture, aujourd'hui, on le voit bien d'ailleurs, quel que soit leur secteur, les grands groupes innovent aussi en allant acheter des start-up, en faisant de l'acquisition d'innovation de rupture externe pour mieux capturer l'innovation radicale. Et donc nous avons une dynamique d'innovation et d'organisation du modèle d'affaires de l'amont à l'aval qui est en train de se transformer et sur laquelle nous devons vous accompagner. Acquisition de start-up, travail partenarial entre grands groupes et start-up comme ETI pour avoir cette innovation de rupture, réorganisation souvent des chaînes logistiques, réorganisation de la fonction marketing, ce sont des transformations qui sont liées aussi à ces évolutions profondes qui impactent à la fois le modèle d'affaires et la manière de consommer. C'est ce que vous êtes au quotidien en train de faire.
Et tout ça crée à la fois des besoins en termes d'investissement en fonds propres et des besoins aussi en termes de compétences. Parce que pour faire face à ce nouveau paradigme de l'économie de l'innovation, l'industrie doit être attractive auprès des jeunes, doit diversifier les profils de recrutement et elle doit réussir à, d'une part, recruter dans ces métiers dits traditionnels, savoir retrouver de l'attractivité pour ces métiers. Et je ne cesse jamais sur le territoire d'expliquer ce qu'il y a derrière parfois certaines dénominations qui, dans l'esprit ou l'inconscient collectif, ont perdu de leur attractivité quand on décrit les métiers qu'il y a derrière. Je le dis souvent, mais chaudronnier, c'est un métier qui permet de faire des avions et des navettes pour aller dans l'espace. Quand on explique comme ça aux jeunes, c'est différent. C'est un métier, si on amène les jeunes ou moins jeunes dans l'endroit où on le fait, qui n'a pas tout à fait l'image que cela peut recouvrir quand on le dit comme cela. Et ça n'enlève rien à la noblesse de ces métiers dans lesquels il y a aujourd'hui des centaines de milliers de nos concitoyens qui œuvrent chaque jour. Et donc nous devons repenser l'attractivité de ces métiers, repenser l'attractivité de nouvelles filières dont l'industrie a besoin, repenser aussi l'attractivité à l'égard des femmes. Et je veux saluer ici la présence de plusieurs associations comme Femmes Ingénieurs et Elles Bougent, qui contribuent aussi à promouvoir une plus grande place des femmes dans l'industrie, ce qui est aussi un combat important pour le secteur industriel, et qui accompagne aussi une capacité à innover dans nos façons justement de nous organiser, de concevoir et de faire avancer notre industrie. Alors face à ces nouveaux besoins, à cette transformation, à ce nouveau paradigme de l'industrie, nous avons commencé à apporter des réponses. D'une part, en permettant, ça dépasse le secteur industriel, mais c'est essentiel pour celui-ci, en permettant de réformer en profondeur le droit du travail. La capacité à renvoyer aux branches professionnelles, je salue ici la présidence de l'UIMM et donc toutes celles et ceux qui vous accompagnent, mais en renvoyant aux branches ou aux acteurs de terrain que sont les entreprises, la capacité à définir les bons accords, c'est un geste de confiance, mais c'est aussi la possibilité de négocier à l'endroit le plus pertinent les règles et ce qui permettra à la fois de créer des emplois, mais aussi de s'adapter en fonction du cycle économique. Et c'est un pari essentiel parce qu'il donne de la visibilité, de la stabilité normative, de la flexibilité. Et je sais combien, dans l'ensemble de ces filières, l'ensemble des représentants des employeurs que je salue et qui sont ici présents y tiennent, qui permet d'accompagner justement ces transformations de l'industrie et des cycles qui sont de plus en plus courts. Ensuite, pour faire face à ces besoins de financement, nous avons transformé la fiscalité dans les lois budgétaires de la fin de l'année précédente. L'allègement de l'impôt sur les sociétés pour retrouver un niveau qui est celui justement de nos autres partenaires de l'Union européenne et rattraper un taux d'IS à 25% en horizon 2022. La suppression de la partie de l'ISF qui finance l'économie, la place qui a été donnée au prélèvement forfaitaire à 20% sont des mesures portées par le ministre de l'économie et des finances qui ont permis justement là aussi de redonner une visibilité, mais d'assurer la possibilité de recréer un financement en capital dans notre économie. C'est inciter justement nos acteurs, nos épargnants, à investir en capital et donc accompagner cette transformation de notre industrie. Et il s'agit de faire en sorte que l'investissement et la prise de risque paient, mais aussi de mettre à disposition de vos entreprises les fonds propres dont elles ont besoin pour financer l'innovation. Ce travail, nous l'accompagnons aussi sans relâche d'un travail au niveau européen et international pour réorienter l'épargne financière qu'il y a chez les intermédiaires, je pense aux assureurs, vers l'économie en fonds propres, là où la régulation des dernières années a plutôt conduit à favoriser, on le sait, un financement plus obligataire et souverain, ce qui n'est pas une bonne chose dans le cycle économique qui est le nôtre. C'est aussi une nouvelle culture dans la relation entre l'administration et les entreprises que nous voulons porter, une culture de la simplification avec un droit à l'erreur, enfin reconnu et qui a fait l'objet d'un travail important des parlementaires que je veux ici saluer pour justement simplifier la relation entre les industriels et l'administration, faciliter la prise de risque et là aussi apporter de la visibilité dans la relation au quotidien avec celle-ci. Et c'est enfin une réforme de notre système éducatif de formation professionnelle qui est en train de se déployer et qui est un élément essentiel pour répondre à vos attentes. Je le disais, il y a le besoin en capital productif. La réforme de la fiscalité
et les évolutions justement de régulation. Et il y a un besoin en capital humain qui passe par des messages, par tout ce que le salon Global Industrie, dont je remercie les organisateurs, permettra justement de mettre en avant. Mais il y a aussi la réponse que nous pouvons apporter en investissant et en simplifiant les choses pour que ce capital humain puisse accompagner vos besoins. C'est pour cela que nous avons mis en place une réforme ambitieuse de notre système éducatif, de l'école primaire jusqu'au baccalauréat. Vous avez vu ces derniers mois se déployer les choses. L'entrée dans le secteur universitaire pour que nous nous assurions mieux que toutes les compétences de base soient acquises. Mais c'est aussi pour cela que nous avons initié à la fois un investissement et une réforme d'ensemble pour l'apprentissage et la formation professionnelle. Investissement qui représente 15 milliards d'euros, où nous allons investir ces 15 milliards d'euros sur les jeunes les moins qualifiés, sur les chômeurs ou les publics les plus fragiles, pour leur permettre d'avoir des formations qualifiantes, c'est-à-dire beaucoup plus d'heures de formation qu'aujourd'hui, un meilleur ciblage, et permettre dans les prochaines années, je le dis devant Madame la déléguée, d'avoir environ 2 millions de jeunes et moins jeunes qu'on pourra ramener vers l'emploi par ces qualifications. Parce qu'il ne faut pas se tromper, quel que soit le cycle économique des prochains mois et des prochaines années, si nous n'avons pas ce travail sur les qualifications qui est fait, nous n'arriverons pas à ramener des publics vers l'emploi. Il y a tout un travail justement de formation en profondeur que nous devons faire avec vous. Ce sont ces 15 milliards investis qui supposent un travail de la déléguée, de Pôle emploi, et je salue son dirigeant qui est ici dans cette salle, ce qui est une vraie transformation aussi industrielle de Pôle emploi, mais qu'il nous faut porter pour accompagner cette transformation. Ce qui passe aussi par un changement des règles, et j'en assume le caractère parfois irritant chez certains acteurs, mais j'ai souhaité qu'on puisse avoir les règles les plus efficaces possibles. Et donc sur l'apprentissage, pour faire rentrer plus de jeunes, on a besoin de règles plus simples et de plus de visibilité pour les employeurs que vous êtes. Et donc le cœur de la réforme, qui sera porté au Parlement dans les prochaines semaines et voté à l'été, est simple, c'est de permettre d'une part que toutes les formations et des maquettes qui soient produites par les branches professionnelles et avec une visibilité sur les besoins qui est donnée par les branches professionnelles, parce que ce n'est ni l'État ni les régions qui peuvent le donner au mieux, ce sont celles et ceux qui font ces métiers au quotidien. Et donc, nous allons donner plus de place aux branches dans la définition de, justement, ces besoins. Nous allons aussi adapter les règles pour qu'elles correspondent aux réalités des secteurs économiques et des employeurs, et donc permettre en particulier aux plus jeunes de 16 à 18 ans d'avoir des conditions d'accès à l'entreprise, de rythme dans l'entreprise, qui correspondent aux règles des autres salariés pour pouvoir s'insérer pleinement. Et donc sortir des complexités qui jusqu'ici, soit en termes de responsabilité ou d'organisation, avaient fait qu'on ne prenait plus des jeunes parce que ça n'était pas attractif et surtout que ça ne correspondait pas aux règles des autres. Quand il fallait que chaque jour le jeune attende 2 heures dans le camion pour que le chantier soit terminé, ou quand on pouvait prendre un jeune au service, mais que ça se terminait à 21 heures pour lui, ou que dans tel ou tel secteur industriel, les heures ne correspondaient en rien, ni les contraintes en termes de risque à ce que vivaient les autres salariés, on ne pouvait pas prétendre développer l'apprentissage. Nous allons aussi simplifier les aides pour qu'il n'y ait plus qu'une aide à l'apprentissage qui permette pour un jeune, la première année, pour une entreprise de moins de 250 salariés, de coûter 65 € par mois à son employeur. Et que ce soit visible, que l'aide, ce ne soit pas l'accumulation de 4 aides différentes qui arriveront un trimestre plus tard chez le comptable, qui ne saura d'ailleurs parfois pas dire lui-même à l'employeur ce que c'est vraiment pour l'apprenti, ce qui fait que j'ai encore aujourd'hui des employeurs qui me disent un apprenti me coûte quasiment le SMIC, ce qui est faux, d'ores et déjà aujourd'hui, ce qui le sera encore plus demain. Et donc nous allons accroître l'aide, nous allons la simplifier pour qu'elle soit visible sur la feuille d'embauche et que jusqu'à 250 salariés, ensuite l'aide diminuera progressivement selon la taille, on ait véritablement un accompagnement et qu'on réduise drastiquement le coût du jeune. Ensuite, nous allons aussi beaucoup simplifier les choses en termes de formation professionnelle, avec là un très gros travail fait avec les régions pour, avec justement toute cette implication de Pôle emploi et de ce que l'État a mis en place avec la délégation interministérielle, accompagner cette révolution des compétences. Et là aussi, beaucoup simplifier les choses avec une règle simple, c'est que je veux que les gens, qu'ils soient chômeurs ou salariés, lorsqu'ils ont besoin de changer de vie ou de changer de secteur, puissent avoir accès à une formation qualifiante.
Nous dépensons beaucoup d'argent en formation dans notre pays. Mais on dépense trop d'argent dans des formations qui sont peu qualifiantes, voire pas qualifiantes du tout. Et on dépense trop d'argent vers des gens qui n'en ont pas forcément besoin et pas assez vers ceux qui sont face à un tournant. Et surtout, nous avons un système, il faut bien le dire, où ce sont ceux qui prescrivent les formations, qui parfois les assurent et sont chargés de les évaluer. Et là, je ne fais offense à personne. Généralement, quand c'est la même personne qui fait tout ça elle-même, et ça vaut pour quiconque d'entre nous dans cette salle, il y a peu de chances qu'elle s'évalue en toute neutralité. Donc il y a des gens qui vont le financer, puis l'État investira aux côtés. Il y a des gens qui pourront faire ces prestations de formation, et puis nous serons chargés de les labelliser, et donc de les évaluer. Et donc il y aura des organismes qui existent aujourd'hui, d'autres qui se créeront, d'autres qui se positionneront sur ce marché, et on les évaluera, on n'ira pas financer des formations qui ne permettent pas d'aller se requalifier vers tel ou tel secteur. Et tout ça pour dire que je souhaite par ce truchement que nous puissions dans les prochaines années, compte tenu du nombre de métiers qu'il y a en tension dans l'industrie, non seulement former des jeunes, mais des gens tout au long de leur carrière qui ont des virages à prendre, qui iront vers des métiers que vous portez au quotidien et répondre aux besoins qui sont les vôtres. Et c'est pour moi une réponse que nous avons apportée qui est indispensable en termes de financement. Mais au-delà de cela, je souhaite que nous puissions aussi être présents sur les nouveaux enjeux qui sont aussi ceux de l'industrie. Et ces nouveaux enjeux, ce sont tous ceux qui vont justement être ceux de la prochaine étape de la transformation industrielle. Parce qu'en quelque sorte, tout ce que je viens de vous dire que nous sommes en train de faire, c'est comment essayer de rattraper des batailles perdues hier, ou de gagner, en tout cas de prendre notre part dans la bataille d'aujourd'hui. Mais une bataille se prépare d'ores et déjà et est en train d'accélérer, qui est celle de l'accélération de la transformation numérique et celle de l'intelligence artificielle, qui gagne vos métiers et qui est au cœur de la transformation de tous vos métiers. Et donc, non seulement tout ce que je viens de dire est la condition de possibilité pour que la France y participe, mais si nous voulons prendre notre part au niveau français et européen par rapport à vos compétiteurs chinois et américains tout particulièrement, nous devons également porter de nouveaux combats. J'annoncerai jeudi, après un travail important coordonné par le secrétaire d'État au numérique et porté par plusieurs parlementaires et experts, des mesures permettant à la France de conforter sa place comme l'un des leaders de l'intelligence artificielle dans le monde. Et nous aurons, avec les ministres et aussi autour du ministre de l'économie et des finances, un travail important en la matière à mener, qui conduira d'une part à faire là aussi des changements normatifs, qui permettront l'expérimentation beaucoup plus simple dans certains secteurs industriels de tout ce que ces innovations permettent de faire. Et donc nous devons libérer le droit à l'expérimentation beaucoup plus fortement. Et ça fait partie aussi de ce que, à mes yeux, la réforme de la Constitution doit porter, en permettant, dans l'industrie traditionnelle, dans le secteur pharmaceutique comme dans plusieurs autres, de procéder à des innovations radicales, de faire les tests de marché beaucoup plus rapidement et de garder cette avance. Et l'intelligence artificielle va nous emmener justement sur ces lieux. De développer aussi les infrastructures du numérique, de la mobilité, des énergies du futur et de l'intelligence artificielle qui nous permettront de gagner cette bataille. Et d'avoir les choix d'investissement public et privé qui nous permettront aussi de jouer pleinement notre rôle. Ce qui veut dire que pour aider l'industrie à affronter ces défis et construire cette économie de l'innovation, l'État se mobilisera en créant un fonds pour l'innovation et l'industrie qui contribuera au financement de l'innovation de rupture et portera en particulier sur l'intelligence artificielle plusieurs innovations fortes, qui permettra aussi la poursuite du programme transversal Industrie du futur, dont les actions se déploient sur tous nos territoires avec l'appui des conseils régionaux et l'implication de BPI-France, dont je tiens ici à saluer l'action, et avec aussi, dans le cadre justement des investissements d'avenir et du grand plan d'investissement, des appels à projets multiples qui focaliseront de l'investissement public sur ces nouvelles innovations. À côté de cela, il y a tout un travail européen que nous allons poursuivre et sur lequel j'en appelle aussi à votre coopération, parce qu'il suppose notre organisation collective. Il y a tout ce travail de changement normatif, d'expérimentation, d'investissement public et privé que nous devons faire sur ces innovations de rupture. Mais nous allons le décliner au niveau européen. C'est pour ça que j'ai porté il y a plusieurs mois cette initiative d'une DARPA européenne, c'est-à-dire d'avoir une agence de financement européenne qui permette aussi un financement européen
de ces innovations de rupture. L'idée est en train de prospérer et nous avons d'ores et déjà un accord franco-allemand pour le porter, qui nous permettra, sur le secteur de l'énergie, des mobilités et plus transversalement de l'intelligence artificielle, de financer des innovations de rupture, déjà en franco-allemand et si possible en communautaire, avec la volonté de le porter dans les prochaines perspectives financières post-2020. Mais ensuite, nous devons créer le cadre de régulation européen pour réussir cette transformation industrielle. Ce qui veut dire que nous allons devoir construire et parachever un marché unique du numérique, ce qui est la condition pour que tous les acteurs que vous êtes, dès lors qu'il s'agit du numérique, puissent avoir accès à un marché domestique, non pas à l'échelle de 60 millions d'habitants qu'est la France, mais à l'échelle de l'Union européenne et des 27 pays qu'elle constitue dès demain. Permettre également d'avoir un système de taxation beaucoup plus égal, ce qui veut dire une harmonisation de nos systèmes de taxation. C'est tout le travail franco-allemand que nous avons engagé et qui est structurant pour l'industrie. Mais ça veut dire aller vers une taxation des acteurs du numérique qui, de plus en plus, y compris dans vos secteurs, vont créer de la concurrence déloyale. Et c'est tout ce que la France pousse depuis plusieurs mois et que nous avons encore poursuivi au dernier Conseil et qui a fait l'objet d'une proposition portée par le ministre en Conseil européen qui vise à ce que des acteurs totalement numériques, non européens, puissent aujourd'hui venir vous faire concurrence sur vos marchés, parfois sur vos produits, sans faire l'objet de quelque taxation que ce soit. Et donc ça, c'est l'Europe qui permettra aussi d'y répondre. Mais enfin, nous allons avoir besoin d'un vrai travail de normalisation. Plusieurs d'entre vous le savent d'ores et déjà aujourd'hui, qu'on parle d'aéronautique, de machines-outils ou de pneumatiques. Le cœur de vos batailles, je l'ai encore vu il y a quelques mois, il est dans le travail de normalisation pour justement défendre la compétitivité européenne face à des modèles de dumping de régulation chinois ou américains. Ce combat va être encore plus important dans ce nouveau continent qu'est l'intelligence artificielle. Parce que nous allons construire les standards de demain. Nous allons devoir normaliser les innovations, quels que soient les secteurs dans lesquels vous êtes. Nous devons donc construire les standards européens qui correspondent à ce que nous savons faire et à la défense de nos modèles. Et là-dessus, nul mieux que vous n'est en situation de nous apporter l'éclairage pertinent. Mais ce qui suppose aussi que nous sachions nous organiser pour le faire. Et la France, historiquement, est très mauvaise pour cela. Je vous le dis en toute franchise, nos voisins allemands sont très bons pour définir les normalisations européennes qui correspondent à leurs standards. Très bons. Mais il faut le reconnaître, c'est une qualité. Parce que d'abord, ils savent s'organiser entre eux et ils sont allemands avant d'être, par exemple, constructeurs automobiles concurrents l'un avec l'autre. Et ils définissent très bien leurs standards. Mais c'est une qualité, je l'observe avec beaucoup d'admiration. Nous avons tendance à d'abord jouer la concurrence entre nous. Et nous arrivons dispersés à Bruxelles. Et donc, généralement, nous perdons la bataille des standards. Donc, je vous invite à vous organiser métier par métier, secteur d'innovation qui arrive par secteur d'innovation, pour définir des standards, quelle que soit la concurrence qui est ensuite la vôtre sur vos marchés. Et ensuite, que nous essayons au maximum, et là, le gouvernement vous accompagnera, pour la définir en franco-allemand et au niveau européen. C'est un combat essentiel des prochaines années, mais si nous arrivons à le porter et à le gagner, je vous assure que sur tous ces sujets d'innovation, il sera fondamental. Nous sommes en train de le voir. Le véhicule autonome, tout le monde pensait que c'était une innovation réservée à certains. Ces dernières années ont montré qu'elle allait se généraliser et profondément transformer le secteur de l'automobile. Les accidents qui se sont produits il y a quelques semaines montrent qu'une régulation va arriver. Si nous n'en pensons pas le cadre de manière préventive ou préemptive, nous le subirons. Et nous le subirons de l'extérieur. Et donc, il est essentiel, là-dessus, si nous voulons réussir ce tournant industriel, eh bien, d'en porter la confection. Aujourd'hui, la bannière French Fab permet de donner une marque et un signe de ralliement à tous les industriels français. Et je souhaite que, justement, l'ensemble des secteurs, toute taille d'entreprise confondue, l'ensemble des acteurs industriels, l'ensemble des partenaires sociaux qui, dans l'industrie, jouent un rôle fondamental et ont toujours été marqués par un grand esprit de responsabilité que je veux ici saluer. Que la Banque publique d'investissement joue groupée pour avoir derrière cette bannière la capacité, justement, sur les sujets de financement, sur les sujets de fiscalité, les sujets de régulation et de standardisation, de porter une voix commune de l'industrie française. Parce que je crois que toutes et tous, nous portons cette volonté de réussir et
de définir ces nouveaux chantiers. Et puis, pour terminer mon propos, je voulais vous dire que moi, j'ai besoin de vous et de votre mobilisation, que vous soyez PME, ETI et grands groupes. Et je dirais tout particulièrement grands groupes. Parce que si notre industrie, ces dernières décennies, a détruit des emplois en France, c'est aussi parce que souvent les grands groupes ont pensé qu'il y avait des nirvanas hors de la France, ou que la réussite, elle était forcément, y compris quand il fallait développer son emprise productive, hors de la France. Alors, il y a eu des moments, je ne dis pas que les décisions prises n'ont pas aidé à avoir des raisonnements simplistes de cet ordre. Ça n'est plus le cas. Et donc, il ne faut pas laisser un pays où on a fait ces réformes avec, en quelque sorte, la même rémanence d'idées mortifères. Parce qu'à la fin, tous les grands groupes, je peux vous le dire parce que dans les différentes conditions qui ont été les miennes, j'ai pu le voir, tous les grands groupes qui vous disent qu'ils sont mondialisés et qui parfois oublient qu'ils sont français, le jour où ils ont un problème, ils vont voir la mère patrie. Le jour où il y a un problème avec le fisc ou la justice américaine, on se souvient soudainement qu'on est français, qu'il y a une maison qui est au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré et qu'elle peut être utile. Le jour où on exporte, le jour où on a besoin de tel ou tel contrat, on se souvient à ce moment-là qu'on est français. Et donc je demande à chacun de savoir d'où son entreprise est partie, où on va mettre ses enfants à l'école, qui à la fin va financer les soins pour soi, les enfants ou les grands-parents, et où on finira ses jours. Et la cohérence d'une politique économique, elle passe aussi par cet esprit de responsabilité. Et donc, ce pays, pendant trop longtemps, n'a pas fait les réformes qu'il devait faire pour que son industrie réussisse, mais il y a eu aussi une défaillance de certains dirigeants économiques qui ont pensé qu'ils pouvaient réussir hors du pays en rentrant de manière épisodique dans celui-ci et en y venant simplement pour former les enfants ou avoir accès aux soins. Non, ça n'est pas vrai. Et je vous le dis avec beaucoup d'esprit de responsabilité, je pense que ça fait partie de la cohésion nationale à laquelle je crois profondément. Et donc, quelle que soit votre taille d'entreprise, j'ai besoin de vous pour gagner 2 batailles. Et je vous demande votre engagement, non seulement dans cette semaine de l'industrie, mais pour la suite. La bataille des territoires et la bataille justement de l'apprentissage et de l'emploi. Les territoires, ils sont au cœur de la compétitivité industrielle. Et la plupart des implantations industrielles, elles se font dans les zones rurales ou à proximité des grandes villes. Et donc, je souhaite, dans les projets d'attractivité que nous allons porter, nous avons commencé à le faire, qu'on puisse au maximum relocaliser dans des régions qui ont été en difficulté, mais qui ont un savoir-faire industriel, qui ont d'ailleurs un imaginaire industriel, une compétence qui est là, qu'on aille la raviver par ces investissements nouveaux, mais aussi que nous puissions réussir cette bataille de la reconquête industrielle dans ces territoires. Vous faites partie des projets qui revitaliseront les territoires les plus en difficulté de la République, où il y a eu, en quelque sorte, le choc de la première mondialisation des années 80-90, mais où il y a un savoir-faire, une compétence et une fierté au travail. Et donc, je vous demande vraiment de penser à cela dans tous les projets que vous aurez à développer, et les services de l'État seront toujours à vos côtés en termes d'aménagement, d'infrastructures, d'équipement, et là-dessus, je souhaite qu'il y ait une approche très pragmatique, et je vous garantis non seulement l'accompagnement en termes de financement, comme je vous le disais, de la BPI, mais de tous les services de l'État pour faciliter les conditions d'infrastructure et d'accès pour que ces projets se déploient justement dans les grandes villes, pour qu'on accompagne en termes de connectivité, de numérique, les projets indispensables, et pour qu'il y ait l'accès à tous les services dont vous avez besoin dans ces territoires les plus en difficulté. Je peux vous le dire, vous n'aurez jamais à le regretter. Et moi, j'ai besoin de l'engagement des industriels de notre pays pour réussir cette bataille. Parce que ce n'est pas une bataille que l'État mènera par lui seul. Nous n'allons pas recréer de l'emploi public dans notre pays aujourd'hui. Nous n'allons pas avoir une politique d'aménagement de ces régions les plus en difficulté par de l'emploi public. Ça n'est pas vrai. Nous l'aurons par des projets économiques et industriels. Et le rôle de l'État est d'en être l'accompagnateur, le facilitateur. Ensuite, j'ai besoin de vous pour la bataille de l'apprentissage et de la formation. Le haut-commissaire, le directeur général de Pôle emploi, les ministres sont là. Emparez-vous d'eux dès la fin de ce petit discours pour faire part de vos besoins s'ils ne sont pas pourvus. Mais j'ai besoin, au cœur de la réforme que j'étais en train d'évoquer, que vous vous saisissiez de ces nouveaux instruments. Nous allons profondément, vous l'avez compris, transformer les choses, redonner beaucoup plus de place aux employeurs, aux branches professionnelles dans
justement les choix, les grandes organisations. Le président de l'UIMM a indiqué que grâce à la réforme, il visait une hausse de 50% du nombre d'apprentis. Je salue cet objectif, mais j'espère qu'il va inspirer encore plus parmi vous et que vous allez saisir cet objectif. Certains le font déjà beaucoup, et je l'ai vu encore il y a quelques semaines au cœur de notre pays, dans un beau groupe industriel, mais je souhaite que vraiment nous allions diffuser cela et que vous preniez cette part de risque qui est la vôtre, de prendre justement des apprentis avec les réformes que nous avons justement conduites. Et moi, je regrette qu'il y ait encore aujourd'hui dans notre pays des centaines d'entreprises de plus de 250 salariés qui préfèrent payer une taxe plutôt que d'employer 5% d'apprentis. 5% d'apprentis, parce que c'est ça l'obligation légale. Donc ça veut dire que quelque chose est vicié. Alors, s'il y avait des incompréhensions, je crois que la réforme les lève. S'il en restait, faites-m'en part dès aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut qu'on change d'état d'esprit collectif sur ce sujet et que chacune et chacun sorte d'une forme de scepticisme. Il y en avait un du côté de l'État, il a été levé par la réforme que je viens rapidement de vous présenter et qui passera bientôt au Parlement. Ça veut dire aussi donner des perspectives de carrière aux apprentis. Il y a dans cette salle quelques chefs d'entreprise qui ont commencé comme apprentis eux-mêmes. Et ce sont des exemples admirables. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, qu'est-ce qui fait qu'on relancera cette filière, qu'on convaincra des parents de mettre leurs enfants dans les filières d'apprentissage? C'est quand ils comprendront qu'on peut devenir patron quand on a fait apprenti. Je dis souvent, pourquoi vous demandez dans les classes moyennes françaises, vous voulez quoi pour vos enfants? Il y a 10 ans, c'était fonctionnaire. C'est moins vrai maintenant. Ils veulent faire entrepreneur ou ils veulent faire école de commerce ou ingénieur. Parce que le patron de la boîte où ils travaillent a fait cette école-là. Pourquoi en Allemagne, on met les enfants en apprentissage? Parce que le dirigeant de l'entreprise, il a fait apprentissage. Les gens ont du bon sens. Et donc, il est important aussi de construire dans l'entreprise des carrières d'excellence qui passent par l'apprentissage, qui reconnaissent la valeur de l'apprentissage et qui permettent aussi de montrer que c'est une filière d'excellence dans notre économie. Et c'est cela que je veux aussi, avec vous, promouvoir et sur lequel j'ai besoin de votre investissement. Et il en est de même pour la formation. Comme je vous le disais, j'ai souhaité ce plan d'investissement dans les compétences. Il a été voté. Dans toutes les régions, nous allons former 1 million de jeunes et 1 million de demandeurs d'emploi peu qualifiés. Là, j'ai besoin de votre mobilisation pour partout faire part de vos besoins en termes de qualification et que le dispositif qui est le nôtre, à la fois le dispositif léger du Haut Commissariat, je dirais notre propre industrie qui est Pôle emploi, puisse se mettre en situation d'avoir les formations qui correspondent aux besoins quand nous n'avons pas les profils, ou de vous proposer celles et ceux qui ont les profils qui correspondent à vos besoins. Et que nous ayons un dialogue justement d'anticipation pour faire converger tout le monde dans cette direction. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas un territoire où je me déplace dans le secteur industriel où on ne me parle de métiers en tension qu'on n'arrive pas à pourvoir. Et nous avons plus de 9% de chômage dans toutes les régions dont je parle. Donc cette situation, nous ne devons ni ne pouvons nous y habituer. Elle veut simplement dire que l'anticipation d'une part, mais plus simplement notre capacité à réorienter les formations et à rapprocher les besoins de l'offre, ne fonctionne pas au mieux. Et ça suppose une mobilisation de tous les acteurs. Et donc, j'ai pour cela pleinement besoin de votre mobilisation. Voilà, mesdames et messieurs, je ne serai pas plus long, mais vous l'avez compris. Je considère que le salon qui s'ouvre demain matin arrive à point nommé, dans une semaine importante. D'abord parce que cela fait maintenant près de 10 mois qu'il y a un travail d'arrache-pied de tout le gouvernement pour accompagner cette transformation de notre économie et de notre industrie, qu'il y a eu un énorme travail parlementaire et que beaucoup de choses ont été faites. Il faut maintenant que les pratiques changent, que les transformations gagnent le terrain et qu'il s'agisse du financement, de l'investissement en capital productif ou de l'investissement en capital humain, tout ce que je viens de vous décrire se traduise par une mobilisation des acteurs. Et pour cela, je compte profondément sur vous. Dans les prochains mois, j'aurai l'occasion de réunir dans cette maison plusieurs organisations représentatives pour justement faire le point de cette mobilisation, assurer que tout est en œuvre, que nous-mêmes nous nous organisons comme il faut avec nos opérateurs. Mais il n'y a rien mieux que l'inspiration et que l'exemple qui vient du terrain. Et il n'y a rien de plus puissant que les belles histoires que vous représentez et que vous portez au quotidien. Alors, vous l'avez compris, je crois très profondément dans l'industrie française, d'aujourd'hui comme de demain. Je crois que notre industrie est l'un des leviers de réussite de cette bataille pour les territoires et pour l'emploi.
Et j'ai besoin que l'industrie française croie dans son pays, dans notre pays. Alors merci pour cela.